Et je vais appeler tout de suite les intervenants suivants. Rodrigue Goulard, qui est architecte chez Insemita. David Thomas, responsable national bâtiment d'Indigo. Et Isabelle Morel, chargée de mission environnement à la Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire, et Marjane Bazin, que vous avez déjà entendu. Installez-vous. C'est très bien. Alors, je vérifie s'il y a besoin de changer les verres d'eau. Voilà, je fais ce qu'il faut. Merci beaucoup. Et je vais tout de suite demander à David Thomas de nous dire un petit peu. Je pense que pour nous tous, c'était un peu obscur de se dire, mais cycle de vie, qu'est-ce que le cycle de vie vient faire dans cette question-là? Et en fait, plutôt de se dire, c'est quoi tous les autres impacts que l'énergie auxquels il faut penser quand on va faire la rénovation de son bâtiment tertiaire? Faire brosser un petit peu cette question d'enjeu, et ça va permettre de répondre à ce qu'on entendait tout à l'heure de la profession immobilière, derrière de se dire après quels sont les choix que l'on fait, sur quoi est-ce qu'on met l'accent. Bonjour à tous. Peut-être partir du mot équilibre qu'on a entendu précédemment. La rénovation énergétique, c'est important de l'envisager dans un équilibre énergie, confort au pluriel, santé, carbone, biodiversité. Donc je m'explique. Quand vous allez rénover un bâtiment, vous allez mettre de l'isolant sur le mur, vous allez l'épaissir ce mur. Vous allez avoir moins de lumière parce que votre fenêtre elle va être plus masquée par cet isolant. Donc vous allez dégrader le confort visuel. Vous allez faire une bouteille thermos, vous allez avoir un manteau très isolant avec une étanchéité à l'air de votre façade qui va faire que vous allez accentuer les problématiques de confort d'été. Et donc, d'envisager une rénovation énergétique, c'est aussi de se préoccuper d'une stratégie de confort d'été, surtout avec le climat qui change. On a parlé d'acoustique aussi tout à l'heure. Hein. Vous savez, dans les logements rénovés, on entend beaucoup moins l'ambiance extérieure, la route. Par contre, on entend beaucoup plus ses voisins. Donc ça, c'était sur l'aspect confort. Sur l'aspect santé, c'est lié à la ventilation qui n'existait pas précédemment ou qui était sur une réglementation de 1982 ou 88, très ancienne, qui se faisait par les infiltrations d'air au niveau des fenêtres. Si je viens tout étancher, quid du renouvellement d'air hygiénique? Et donc il faut vraiment penser une rénovation en ayant un débit de ventilation qui soit suffisant. Ça va à l'encontre de la performance énergétique, ça. Hein. C'est-à-dire que c'était une consommation que vous n'aviez pas hier et que vous aurez demain, parce que vous allez ventiler votre logement, ou votre bâtiment tertiaire plutôt. Sur l'aspect carbone, je veux faire des économies d'énergie en isolant mon bâtiment, mais est-ce que j'ai un contenu carbone des matériaux que je vais utiliser pour isoler qui va se rentabiliser avec le gain carbone de l'énergie que je vais économiser? Donc ça pose la question de quel matériau pour essayer d'avoir cet équilibre, ce temps de retour carbone le plus performant possible. Et puis enfin sur la biodiversité, vous aviez un gîte sur vos façades, sur les sous-faces de toiture pour le martinet, l'hirondelle, les chauves-souris aussi. Hein, et quand vous venez faire place nette, vous aviez peut-être des espèces qui étaient présentes et qui vont disparaître. Et donc comment est-ce qu'on envisage une rénovation avec un impact sur la biodiversité positif? Alors on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de ces questions-là dans un deuxième temps de la table ronde. Il y a un autre aspect encore, quand on regarde au-delà de la question énergétique, c'est l'aspect patrimonial. Je voulais échanger un petit peu avec Rodrigue Goulard à ce sujet. On en a parlé un petit peu avec l'association Alizé sur le fait que ça valorisait un site. Mais est-ce que cette question patrimoniale, la gestion du patrimoine et donc de faire la rénovation du tertiaire, c'est un bon moteur pour passer à la rénovation?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour resituer le contexte, moi ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai créé la société Insemita, qui est une traduction latine qui veut dire dans la bonne voie ou dans la bonne direction. Et la question patrimoniale, moi je l'ai pris aussi par rapport à mes expériences, mes retours d'expérience de 22 ans de maîtrise d'œuvre, notamment avec la création de l'agence Magnum. Et puis ça a été un peu un déclencheur quand on a réalisé avec André Pouget le bâtiment dit MC2, qui était le premier bâtiment tertiaire BPOS rénovation en France, en 2014, et qui était déjà des réflexions sur la question de la pérennité, mais qui intégrait la question du confort, la question de l'acoustique, la question de la qualité de l'air, la question de l'accessibilité PMR. On s'est dit on va tout prendre et on va se mettre dans le cadre d'un bâtiment neuf, alors qu'on était dans un bâtiment à rénover. Donc avec nos moyens, parce que pour le coup on était maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Et pas de subvention? Et pas de subvention. Si, on a eu des subventions de l'ADEME, parce qu'on a eu un suivi pendant 3 ans, l'instrumentation justement, avec des sondes CO2 pour travailler sur la qualité de l'air. Pas de subvention à l'investissement? Non. Ça a été fait avec nos deniers. Mais l'idée, c'était vraiment d'en faire un démonstrateur. Donc, fort de cette expérience, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'aller voir au niveau des salons de l'immobilier. Donc, chaque année se tient le CIMI. Et là, quand on est architecte maître d'œuvre, il y a des professions qu'on ne connaît pas nécessairement, que sont les asset managers, property managers, et des grands groupes qui ont l'habitude de gérer des actifs immobiliers de grandes surfaces. Et le parallèle que je fais, je dirais, avec la collectivité, les EPCI, c'est qu'en fait, la gestion patrimoniale au sein des collectivités, certains ont des schémas, comme l'Université de Nantes a son schéma patrimonial, des responsables patrimoniaux, mais ça commence tout doucement à entrer dans les mœurs. Mais il n'y a pas encore si longtemps, une collectivité m'a répondu, dans le cadre d'une rénovation énergétique, où je souhaitais répondre et les accompagner. Ils m'ont dit, mais attendez, c'est un restaurant scolaire, c'est pas du bureau. J'ai dit, non, attendez, le décret tertiaire, c'est pas que les bureaux. C'est aussi, sur une entité foncière, un certain nombre de mètres carrés, peut-être multi-usages. Donc là, on a quelques représentants de collectivités. Vous êtes en train de nous dire que les restaurants scolaires sont concernés par le décret? Alors, le restaurant scolaire, s'il fait moins de 1000 mètres carrés, non. Mais souvent, un restaurant scolaire, c'est sur une emprise foncière. Et là, effectivement, il faisait 600 mètres carrés, ce restaurant. Mais il était adossé à un groupe scolaire de 2800 mètres carrés. Donc, de facto, et quand je les ai interrogés sur est-ce que ça répondait, est-ce que cette rénovation entrait dans le cadre d'une stratégie patrimoine immobilière, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas soumis au décret tertiaire puisque ce n'était pas des bureaux. Donc en fait, je pense qu'il y a... Alors ça a changé de nom pour arranger les choses. Il y a moins d'1 an, on a changé le nom du décret tertiaire. On l'a appelé dispositif éco-énergie tertiaire. Donc ça rajoute... Donc c'est vrai qu'on continue à parler de décret tertiaire aujourd'hui, mais ça ajoute à la lisibilité ou l'illisibilité. Et je reviens un petit peu sur sur la question patrimoniale. La question patrimoniale. La question patrimoniale pour les collectivités, est-ce que c'est un bon moteur, aller chercher une certaine rentabilité? C'est un mot qui a du sens, qui peut vouloir dire quelque chose, une rentabilité? Pas forcément une rentabilité, mais déjà se poser les questions sur les besoins, sur la question des usages, et puis mettre en perspective les besoins futurs. Aujourd'hui, on avait le réflexe, quand un groupe scolaire était obsolète, de l'abandonner, d'en construire un nouveau. Comme on l'entendait tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est malin de reconstruire quelque chose E3, C2 et de laisser à l'abandon un patrimoine? Est-ce qu'il ne faut pas aller upgrader ce patrimoine? Et je pense que tout ça, il faut le mettre en perspective. Alors le spectre de l'énergie ou du carbone, c'est une vision, mais je pense que pour moi, il faut aller au-delà. C'est-à-dire que le bâtiment, que ce soit le bâtiment, il ne faut pas isoler le bâtiment de l'immobilier et de la stratégie immobilière. C'est des choses qu'on construit, qui sont là pour durer. Et si on veut avoir aussi une logique carbone, il faut réfléchir nos patrimoines au-delà du service qu'ils peuvent rendre. Et quand on parlait, et le rapport en parle, la question des usages mutualisés, on parle de tiers-lieux, on peut aussi, Florent le rappelait, de tiers-usages. Est-ce qu'à un moment donné, le reste de l'année, ce bâtiment ne peut pas servir à autre chose? Intensifier l'intensification des usages. Donc ça, quand on a une vision patrimoniale, et un peu d'une certaine façon de rentabilité, on peut se dire, mais les temps d'inoccupation du bâtiment peuvent être optimisés. Ils peuvent être optimisés, ils peuvent être aussi loués ou sous-loués. Souvent, les discours que l'on a quand on est architecte, quand on a la fâcheuse tendance à proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, ça va coûter.
Alors oui, un bâtiment, ça coûte, mais un bâtiment, ça peut aussi rapporter. Et c'est vrai que la petite subtilité entre le public et le privé, c'est que dans un sens, un bâtiment coûte, mais quand vous écoutez les asset managers ou les properties, un bâtiment, ça rapporte. Donc il y a un moment donné, je pense que dans les Si ça rapporte langages, pour certains, c'est que peut-être... et peut-être qu'une des clés aussi, ben, ce serait de mutualiser les expériences ou de faire se rencontrer ces deux publics, qui soient le public et le privé. Moi, j'ai le cas d'une expérience aujourd'hui sur la Vendée où on est accompagné par une communauté de communes et le CIDELA. C'est une friche privée, mais plutôt que de faire une extension d'une zone d'activité économique, la collectivité est très intéressée via le fonds friche en partenariat avec l'ADEME pour aller réutiliser ces bâtiments. Alors, on peut poursuivre un petit peu cette question. Avec la vision de la Fédération française du bâtiment, quand on parle de rénovation, est-ce que l'impact environnemental de la rénovation, elle est évidente pour les adhérents de la FFB, ou ça reste encore un peu compliqué de faire le lien entre les deux? Alors, pour les adhérents de la FFB ou pour tous les autres, hein, parce qu'ils ne sont pas différents des autres. Mais, alors là encore, c'est vrai qu'on parle du petit tertiaire ou du tertiaire de plus de 1000 m². C'est vrai que ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes acteurs. Et au niveau des entreprises du bâtiment, on a aussi une population qui n'intervient pas forcément sur les mêmes bâtiments, pour les mêmes types de clients. On a parlé tout à l'heure des marchés publics. C'est vrai que dans certains marchés publics, on a beaucoup d'exigences environnementales, pas forcément toujours très bien traduites. J'en ai encore eu un exemple ce matin, je ne sais pas de quel maître d'ouvrage encore il s'agit, mais un appel d'offres où on a intégré les exigences liées à l'économie circulaire et donc on demande aux lots peinture de réutiliser des emballages. Voilà, par exemple. Donc typiquement, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Du coup, pour en revenir aux exigences environnementales, les entreprises qui répondent à ce type d'appel d'offres, elles sont confrontées régulièrement aux demandes du client, donc souvent en marché public, sur certaines exigences en phase chantier, pardon. Par exemple, un chantier propre, donc peu de nuisances sonores ou autres, ou des matériaux bas carbone ou du réemploi, enfin ce genre de choses. Après, les entreprises qui travaillent pour les particuliers ou peut-être le petit tertiaire, ils ont moins d'exigences qui viennent du client, donc peut-être qu'ils sont moins confrontés à ce genre de choses. Après, on a aussi des entreprises dans le bâtiment, et de plus en plus, qui sont convaincus, mais qui reflètent la population générale. C'est-à-dire qu'on est peut-être de plus en plus de citoyens à être convaincus par la transition écologique, et au niveau des entreprises du bâtiment, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas dans la même lignée. Donc on a quand même des demandes et puis des entreprises qui nous sollicitent pour mieux gérer leurs déchets, mieux peut-être réemployer des matériaux. Enfin, voilà, ça commence à émerger. David Thomas nous adressait un portrait de tous les autres sujets que les sujets énergétiques. On en a un premier qui arrive, là c'est la question de la santé, qualité de l'air intérieur, on en a parlé tout à l'heure comme un vrai sujet, le radon, l'amiante au moment des rénovations. Comment est-ce qu'on traite ces questions santé quand on fait de la rénovation? Un petit mot, Isabelle? Oui, c'est là qu'on voit le mur devant nous. En fait, c'est énorme. Je croyais qu'on était dans le mur tout à l'heure, on disait. Oui. Bon, non, on va passer au-dessus. C'est passer au-dessus. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand on parle de rénovation énergétique, et moi on en parlait avec Cécile tout à l'heure, ça fait très longtemps qu'on est dans le secteur, et on entend parler de la rénovation énergétique depuis au moins, nous, 2007, et FIBAT et autres. Mais c'est vrai quand on rénove, on a aussi tout l'aspect mise aux normes. Donc l'amiante, ça a enchéri le coût d'une manière énorme. Après, on a aussi des problématiques de disponibilité d'entreprises formées ou certifiées sur le sujet, mais bon, ça, voilà. Qualité de l'air intérieur, ça fait très longtemps qu'on en parle. On avait fait un guide avec la CAPEB en 2013, il est dû paraître en 2013, sur quand on rénove, attention à ne pas amoindrir la qualité de l'air intérieur. C'était un guide à destination des entreprises du bâtiment. Il est en ligne? Il est en ligne. Il est où? Peut-être. Il faut prendre contact avec toi. Oui, non, mais on en a des versions papier et évidemment numérisées. Donc ça, qualité de l'air intérieur. Le radon, on a beaucoup bossé aussi sur comment prendre en compte la problématique radon.
L'accessibilité des bâtiments, le maintien à domicile, tout ça, ça vient aussi en plus. Et quand on fait une rénovation, il faut vraiment, on l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, il faut vraiment prendre tout ça en compte dès la base. Et puis récemment, le risque inondation, parce qu'on a eu un webinaire, nous, au niveau de la Fédération du bâtiment, sur les risques inondation, mais aussi les autres risques liés au dérèglement climatique. Dérèglement climatique. Et ça, c'est aussi des choses à prendre en compte quand on est dans une zone concernée, quoi. David Thomas, sur l'amiante, quand on a préparé, je crois que vous disiez, par moment, il faut aussi peut-être se poser la question de le laisser en l'état, parce qu'il ne pose pas de problème quand on n'y touche pas. Ouais, c'est de l'encapsuler, de réfléchir techniquement à ne pas percer. Du coup, ça impacte les choix possibles. Pour redistribuer l'électricité, le chauffage, de ne pas passer dans ces murs-là, de ne pas aller chercher d'entrée d'air s'il y a de l'amiante, de le faire peut-être directement dans la menuiserie, d'avoir un découpage de la menuiserie dans lequel on intègre l'entrée d'air. Enfin, voilà, il y a une réflexion à avoir. Si on voulait bien faire les choses et retirer l'amiante, c'est pas le même budget et c'est pas le même projet. Vous êtes en train d'accompagner l'Université de Rennes en ce moment sur la rénovation. Il y a des bâtiments qui sont concernés par cette question-là. Vous leur préconisez de tout passer à plat ou justement de le faire un peu aux petits oignons par moment, d'encapsuler? Alors ouais, on accompagne l'Université de Rennes dans un projet qui s'appelle Rennes Campus 2030 où Indigo fait partie d'un groupement qui travaille sur un pilote de rénovation sur 16 bâtiments. Et l'idée pour l'université, c'est qu'à partir de ce pilote, d'extrapoler à l'ensemble de son patrimoine les possibilités de rénovation et la massification de la rénovation. Voilà. Donc on commence par le campus de Villejean, qui est celui du CHU, donc l'université de santé. Et il y a de la présence d'amiante, c'est une université des années 70 où on dépose les fenêtres, mais on revient poser une fenêtre performante. Par contre, on ne vient surtout pas percer la façade. Et donc on a même un système d'accroche, alors pas de l'isolant parce que ça on arrive à peu près à le poser, mais de la vêture. La vêture c'est le bardage, la peau extérieure en fait, pour limiter les percements. Parce qu'il y a aussi une question dans la rénovation énergétique du tertiaire de site occupé. Et donc il y a une question de phasage. Et plus le chantier il va être efficace dans le temps, et moins il coûtera cher. Il y a une question de déménagement et de réemménagement, peut-être de locaux provisoires. Et donc l'amiante, c'est un curseur qui peut faire que le chantier est dur, où il faut trouver des solutions pour minimiser les interventions en présence d'amiante. Isabelle Morel, vous oui, non, c'était juste au niveau de l'amiante, il y a aussi la problématique environnementale, c'est-à-dire que tous les matériaux amiantés qu'on dépose à l'heure actuelle vont en immense majorité en stockage définitif, en installation de stockage de déchets, puisqu'on n'a pas encore trouvé le moyen de recycler. Il y a une filière, mais qui est très coûteuse, qui a beaucoup de retard et qui ne pourra pas absorber tout. Donc c'est vrai que c'est une vraie question à se poser, même si c'est pas... Enfin, rénover en laissant l'amiante, les matériaux amiantés en place, c'est vrai que psychologiquement, même philosophiquement, on peut se dire c'est pas génial, puisque de toute façon il faudrait y revenir. Mais bon, ça c'est pas moi qui vais trancher. Et puis les travaux en site occupé, c'est vrai que nous on essaye de sensibiliser les entreprises et les opérateurs, les compagnons sur le chantier à tous ces sujets. C'est quasiment le cas de toutes les rénovations. On est en site occupé, en tout cas dans le tertiaire, c'est quand même très classique. Oui. Donc là, il y a un travail particulier à faire. Oui, d'organisation, de mise en place de protection, de matériaux moins sonores, enfin d'équipements moins sonores, de moins émettre de poussière, d'aspiration à la source, enfin tout ça. De respect des engagements, c'est des choses que j'entends aussi d'un certain nombre de professionnels. Quand on leur dit on va venir le 3 mars, c'est pas le 4, c'est le 3. Les gens sont très sensibles au respect des engagements.
Oui, oui. Sinon, on dégrade une confiance qui a Oui, été c'est établie. sûr, c'est sûr. Mais après, c'est très très tendu. Bon. On peut passer à un autre sujet qui est de profiter de la rénovation pour modifier les usages. Alors, tout à l'heure, avec Rodrigue Goulard, on parlait de l'intensification des usages, mais on peut aussi parler de la réorganisation de l'espace. Je ne sais pas lequel de vous deux a envie d'évoquer ça. Peut-être en ce moment, vous êtes, Rodrigue, en train de travailler avec la mairie de La Baule. Est-ce qu'il y a un travail de réorganisation de l'espace? Marie-Jeanne Bazin précisait tout à l'heure que après le Covid, il y a la façon de travailler dans les bureaux est différente. Est-ce qu'on profite d'une rénovation pour tenir compte de ces différences de travail? Alors, actuellement, effectivement, on travaille avec Solab sur la rénovation énergétique et la reprogrammation de la mairie de La Baule, qui est un des rares bâtiments. Souvent, en architecture, on parle du traitement de la 5e façade. Là, on a de la chance, on a une 6e façade, parce que la mairie de La Baule a la particularité d'être sur pilotis et d'avoir une sous-face. Donc il y a tout un travail effectivement de prescription architecturale pour maintenir l'image, parce que quand bien même le bâtiment n'est pas inscrit au patrimoine, il est dans le futur secteur protégé de la ville au cadre des protections des différentes villas qui l'entourent. Donc il y a un travail effectivement en partenariat avec les services de la DRAC sur les dispositifs. Nous on est sur la pré-programmation, on n'est pas sur la maîtrise d'œuvre de la rénovation énergétique, on est vraiment sur l'élaboration des différents schémas. Et dans le cas de la rénovation, la collectivité s'est posé la question avec des transferts de services, puisqu'il y a eu des centres communaux d'action sociaux mutualisés avec la ville de Guérande qui ont déménagé pour partie. Il y a un projet des services de police municipaux qui va bouger, donc ça permet de retravailler l'agencement intérieur, de retravailler, et puis je dirais que moi, mon travail, c'est effectivement la spatialisation et puis la scénarisation aussi, parce que la mairie elle a quand même une typicité, elle est des années initiée par Monsieur Guichard, qui a siégé ici, et juste derrière. Et effectivement, il y a, moi ce qui m'intéresse aussi à travers ça, c'est l'histoire du lieu, c'est les esthétiques, critiquables ou pas critiquables, mais comment on évite d'aller transgresser ou d'amener une autre esthétique à ce genre de lieu. On ne peut pas faire de la rénovation par l'extérieur sur un bâtiment comme celui-là. C'est très compliqué. De toute façon, l'extérieur n'est que vitrage. Donc, on doit tous les changer. Après, ça va être la question de la performance, la question des coefficients d'absorption. Mais c'est vrai que la question de cette question-là est assez intéressante sur la réorganisation. Et parallèlement, je travaille aussi pour une autre maîtrise d'ouvrage qui est l'ADDRN, sur des missions ponctuelles dans le cadre de Action Cœur de Ville, où on se pose la question, certains équipements, pour leur donner une question de nouvelle jeunesse, mais une question de réusage, d'intensifier les usages. Et donc il y a des petits programmes comme ça qui sont menés dans le cadre d'Action Cœur de Ville, où grâce au plan de relance, on peut accompagner sur les réflexions on parlait de cycle de vie des bâtiments. Moi, je serais sur la question peut-être en extension des cycles de l'usage, puisque pour un petit exemple aussi que je trouvais assez intéressant, il y avait un appel à manifestation d'intérêt lancé par la ville de Paris sur la transformation de bureaux en logements. L'initiative est pertinente, puisqu'effectivement le besoin de bureaux diminuant, le télétravail augmentant de facto. Un petit bémol, puisqu'il y a eu des prix, des récompenses sur la transformation de bureaux en logements, mais on est encore sur ce qu'on veut éviter à travers tout ça, c'est le système pendulaire qui fait du carbone, parce que le carbone dans le bureau, c'est la mobilité. Donc en fait, transformer entièrement un bâtiment de bureau en logement, pourquoi pas, mais je pense que des rez-de-chaussée dédiés à des ERP ou du commerce, en fait, j'en reviens souvent à dire qu'on va essayer de réinventer de l'haussmannien, en fait. L'haussmannien qui avait cette souplesse de rez-de-chaussée commerciaux, d'entresol de bureaux et dans les étages nobles, le logement, mais quelque part, transformer des immeubles entiers de bureaux en logements, mais pourquoi pas conserver ceux qui prennent le moins de lumière en pied d'immeuble, pourquoi pas en ERP ou en bureau, et puis après les étages plus nobles, ayant plus de lumière, en logement. Un peu de bon sens et un peu d'intelligence dans la conception. David Thomas, sur cette question? Ouais, donc l'université de Rennes, comme beaucoup d'universités en France, devient propriétaire de son patrimoine. Très peu d'investissements depuis les années 70.
et une évolution des usages avec des salles de classe, des laboratoires, des bureaux, etc. Et puis ça devient un peu un patchwork. Et donc là, le fait de rénover son campus, c'est également de le réorganiser. Et donc d'attribuer des bâtiments pour des labos, d'autres pour des salles de classe, etc. Et donc il y a une réorganisation spatiale qui se fait dans les bâtiments. Et donc il faut penser aussi la rénovation pour permettre un réaménagement intérieur. Donc ça peut poser des questions sur l'intervention au niveau des solutions techniques. Hein, si je viens intervenir sur ma façade et que dans cette façade je vais devoir passer tout un réseau de chauffage ou d'électricité, il y a un ordre pour ne pas casser ce qu'on vient de faire. Et puis l'autre chose que je voulais témoigner aussi, c'est qu'un bâtiment existant, on peut aussi réfléchir à une stratégie de rénovation qui pourrait ne chauffer que ce qui a besoin d'être chauffé. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, on voit, alors je parle toujours des bâtiments universitaires, mais après C'est transposable. on peut décliner sur tout type de bâtiment. Hein. Mais dans ces bâtiments universitaires, toutes les circulations verticales, les escaliers, c'est une autre façon de dire escalier, circulation verticale. Vous avez des mots à vous qui sont assez marrants. Ouais. Donc, circulation verticale. Hein, ouais. Donc on a des couloirs, c'est les circulations horizontales. Bon. Donc c'est en bout de bâtiment. Et plutôt que de faire le tour pour isoler cette partie-là du bâtiment, on pourrait le sortir du volume chauffé et isoler la paroi intérieure, et donc limiter l'intervention en termes de coûts, en termes de matériaux, pour n'isoler que ce qu'on a besoin de chauffer. On peut l'imaginer aussi avec des pièces entières dont l'usage ne sera pas fréquent l'hiver et qui est moins chauffé ou... C'est vrai qu'un hall, s'il a la chance de ne pas être tout vitré plein nord, on pourrait envisager aussi de réduire sa consigne de température, voire de ne pas le chauffer et d'isoler les locaux qui donnent sur ce hall. Ça me fait penser, le hall du conseil régional en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, n'est pas chauffé, le hall complet, donc on vit la température extérieure à l'intérieur du bâtiment dans le grand hall. Et pour la région, c'est le lycée de Pornic qui a un hall bioclimatique aussi qui est pensé comme ça. Puisque vous avez la parole, tout à l'heure vous nous avez dit qu'il y a des solutions pour sauver la biodiversité au moment d'une rénovation. On imagine bien une façade qui est là depuis 70 ans, elle est devenue un support de biodiversité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire attention et faire en sorte que les chauves-souris qui sont là restent là? En fait, là, l'université de Rennes a fait un diagnostic avant travaux pour recenser les espèces présentes. Et finalement, sur les 7 bâtiments sur lesquels on va intervenir, il y a 2 façades. Donc vous voyez, 7 bâtiments, ça fait 14 façades, plus les pignons. Mais sur ces 7 bâtiments, il y a 2 façades où il y a des couples de martinets qui nichent. Il y a un complément d'études qu'on a demandé sur les chauves-souris. On peut dire chiroptère aussi, il y a toujours beaucoup de vocabulaire, hein, mais c'est l'intérêt d'être ensemble. Pour voir effectivement s'il y a des chauves-souris qui habitent alors, dans les sous-sols, dans les toitures, etc. Et donc en fonction de ça, donc, il y a 2 façades où on fait attention. On a fait une dérogation espèces protégées pour pouvoir intervenir sur ces façades. On intervient hors période de nidification, sur ces façades-là. Donc là, ça impacte le planning travaux. Et puis, donc, on repense un gîte pour ces espèces en travaillant avec la LPO, des nichoirs, leur position. Voilà. On a pensé aussi au couvert, c'est-à-dire il faut aussi penser ce que pourraient manger ces espèces. Et donc sur une végétalisation des toitures qui puisse aussi nourrir ces espèces, et pas juste un sédum de 4 cm avec des plantes grasses qui ne vont pas beaucoup nourrir les oiseaux. Voilà. J'ajoute un petit mot à votre intention. À Novabuild, on a réalisé avec un groupe de travail commun avec la Ligue de protection des oiseaux un closier pour aider les maîtres d'ouvrage à faire
au moment des appels d'offres de rénovation, à intégrer cette question de la biodiversité. C'est des choses très simples. Donc il y a un petit diagnostic qui est préconisé en amont, qui n'est pas très coûteux, si j'ai bien compris. Et puis ensuite, il y a des actions correctrices qui ne sont pas si complexes que ça, qui ne renchérissent pas vraiment le coût de la rénovation et qui sont particulièrement efficaces. Vous vouliez, alors il ne nous reste pas énormément de temps, tous les trois, quand on a préparé, parler aussi de la question des matériaux. Évidemment, on a parlé déjà tout à l'heure du poids carbone, de l'économie des matériaux, du réemploi, de la démontabilité, la recyclabilité. Alors je ne sais pas par quel angle vous voulez le prendre. Ça serait l'objet d'une table ronde à part entière, mais allez, Isabelle. Non, juste pour dire que on parle beaucoup de carbone, enfin d'émissions de gaz à effet de serre. Là, on a vu qu'il n'y avait pas que ce sujet-là qu'il fallait aborder. La biodiversité, c'est vrai que ça commence. La LPO est très très active là, en Pays de la Loire, donc c'est bien. Et donc pour en revenir aux matériaux, c'est vrai que on commence à beaucoup en entendre parler dans le bâtiment avec la nouvelle réglementation thermique, qui est une réglementation environnementale, la RE 2020, dans les bâtiments neufs, où là, on prend en compte vraiment l'aspect émissions de gaz à effet de serre des matériaux, en fait, qu'on va mettre en œuvre, des équipements. Enfin, voilà. Donc ça, on en entend beaucoup parler. En rénovation, du coup, ça va forcément aussi avoir un impact, puisque les entreprises qui interviennent dans le neuf, elles ont un petit peu, on commence à être formé là-dessus. Et sur ces aspects, on va dire, matériaux bas carbone, il n'y a pas que les bétons bas carbone. Ça, on entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de marketing autour de ces produits, même si c'est vrai qu'ils font des efforts, tous les fabricants de matériaux. Mais on a aussi tous les aspects économie de la ressource avec le réemploi. Quand on va déconstruire un bâtiment, maintenant, on fait en sorte de faire de la dépose sélective, la dépose fine et, si possible, de réutiliser, essayer au plus de réemployer les matériaux sur d'autres chantiers, voire de réemployer certains équipements ou autres sur le même chantier, mais dans un autre bâtiment. Alors Rodrigue, sur le réemploi. Oui, voire même sur la question du réemploi, ça commence à entrer, mais dès lors que vous avez un permis de démolir et que votre bâtiment fait plus de 1000 m², vous avez le diagnostic ressources à réaliser pour savoir. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Et donc, c'est vrai que on peut se poser la question pour une collectivité. Moi, j'ai encore eu le cas sur le territoire vendéen où une usine devait partir en plein centre-ville. Et le maire voulait absolument son marché couvert et ses terrains de basket. Et il n'imaginait pas qu'il pouvait juste tresser les lignes au sol du béton et profiter du volume. Donc je pense qu'il y a... Enfin, il l'avait déjà en fait son terrain. Il l'avait déjà. Donc je pense qu'il y a des petites choses comme ça. Je pense que c'est quand on est contraint aussi budgétairement qu'on peut imaginer des solutions économes. Dès lors qu'on a les moyens, on est moins frugaux en général. Je témoigne sur le réemploi. Sur l'université de Rennes, certaines menuiseries sont réutilisées pour une association étudiante qui gère un espace vert pour le redynamiser et apporter plus de biodiversité. Il y a un petit cours d'eau qui a été, où il y avait une buse donc qu'on ne voyait pas, qui a été enlevée. Donc aujourd'hui, le cours d'eau, il revient. Donc voilà, l'asso, elle est là pour refaire vivre cet espace vert. Donc on va avoir un réemploi des menuiseries qu'on va déposer pour créer une serre et faire partir tout un tas de jeunes plantes, jeunes pousses. Donc voilà, c'est un premier exemple. Sur le groupe scolaire des plantes à Nantes, les menuiseries qu'on a déposées, en fait, dans le planning du chantier, il faut aussi intégrer toutes ces étapes pour pouvoir les déposer correctement et les remettre à disposition. Et donc, c'est des particuliers qui ont été intéressés. Et on a eu très peu de difficultés et on les a eu très peu de temps sur les bras. Et ces menuiseries extérieures qui n'étaient pas non plus du simple vitrage. Vous avez laissé les particuliers récupérer en fait les ça s'est organisé, mais c'est très vite parti. Donc là, il n'y a pas de déchets, puisqu'en fait, les gens ont récupéré chez eux. Mais par contre, ça change un peu les pratiques. Bah oui. De déposer pour que ça puisse être réutilisé après. Il y a des heures de rencontre, par exemple, c'est tous les vendredis après-midi, vous dites aux gens de venir, enfin, il y a des choses comme ça qui sont à... Je peux pas vous en dire plus. C'est secret ou... Non, c'est que c'est pas moi qui ai travaillé sur cette opération, donc j'ai pas été jusque dans ce détail, mais ça s'organise, il faut pouvoir les stocker, les nettoyer, les remettre propres pour qu'elles soient utilisées demain.
Ça, c'est un changement de mentalité. Isabelle. Oui, au niveau du réemploi, donc là c'est en train d'accélérer vraiment de manière très visible. On a beaucoup d'acteurs du réemploi là en Pays de la Loire, ailleurs aussi, mais bon, je me concentre sur les Pays de la Loire. Des associations, des AMO réemploi, et on a de plus en plus de chantiers où on commence à faire les choses presque de manière industrielle, même si c'est pas et vraiment de réemployer des matériaux, mais pas de manière anecdotique, et dans le même usage. Ça, c'est important. Enfin, du plancher technique en plancher technique, éventuellement du faux plafond, des équipements sanitaires. Et c'est vrai que va vraiment se poser la question de la logistique, de la temporalité, c'est-à-dire on dépose des matériaux à un certain endroit, il faut les stocker en attendant de pouvoir les réemployer. Donc là, un gros problème de foncier, donc je lance un appel au peuple. Non, on va avoir besoin vraiment de lieux de stockage. Donc il y a des structures qui se mettent en place. Les distributeurs de matériaux de construction classiques, on va dire, ou les coopératives d'achat d'artisans du bâtiment, on commence à les solliciter sur le sujet, mais ils manquent déjà eux-mêmes de place. Mais il y a un vrai sujet pour faire en sorte que, un peu comme on parlait des métiers verts tout à l'heure, que tous les métiers soient verts finalement, mais là que tous les distributeurs de matériaux puissent proposer du matériau de réemploi de seconde vie, quoi. Un dernier mot là-dessus. Un dernier témoignage sur le réemploi. J'ai échangé là récemment avec un bureau d'études structure et qui voyait dans les chantiers de démolition des poutres en acier qui étaient vendues aux ferrailleurs à 17 € le kilo ou la tonne, je ne sais plus. Et lui, en fait, il savait combien ça coûtait aujourd'hui, et notamment avec la guerre en Ukraine, il y a une vraie flambée de l'acier, et il voyait partir toute cette matière, alors que pour lui, une poutre en acier, il connaît ses performances mécaniques. Il n'y a pas de calcul à faire. C'est pas comme une poutre bois ou une poutre béton. Et il envisageait dans une opération, alors c'était du logement neuf, de construire une structure avec des éléments de réemploi. Et donc là, on n'était plus dans du réemploi pour faire une serre pour les étudiants ou du mobilier avec un banc, ou des choses comme ça. On était aussi dans du réemploi sur la structure. Et ce que je voulais dire, c'est que le réemploi, c'est le démarrage, c'est le début, mais il y a un potentiel énorme. Il y a un exemple sur l'île de Nantes, le groupe Quartus, en association avec le groupe Briand, est en train de démonter, va démonter là, au mois de mai, la dernière halle industrielle, la dernière halle Alstom, et elle ira en Vendée être réutilisée. Et ça paraît quand même un petit peu plus logique que de la laisser s'abandonner. On termine cette table ronde. J'avais envie de vous demander à tous, et je demande aussi aux trois autres intervenants de préparer dans cette étude, il y a certainement une idée, un sujet qui vous a interpellé. Vous vous dites, tiens, celui-là, je le retiens, et bravo le Césaire de l'avoir noté. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a envie de commencer. Isabelle ? Moi, je vais faire simple. Ouais. C'est sur la partie, justement, analyse du cycle de vie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on aborde les choses de manière large et globale, et raisonnée en coût global. Après, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé des solutions, mais qu'on ne prenne pas ça uniquement toujours par le même... C'est sûr que quand on parle de rénovation, de raisonner à long terme, c'est ça qui sera le principal moteur, parce qu'on va voir que les coûts sont peut-être pas forcément là où on croyait. Rodrigue. Oui, moi je vais reprendre sur la question du cycle de vie des bâtiments. Je ne sais pas si c'était un interview, mais en tout cas les échanges qu'il y a eu avec Pascal Fourier, donc, qui est vice-président de l'Ordre et aussi adhérent Nova Build, sur ce que je défends moi, c'est-à-dire la question de demain d'étudier les réversibilités des bâtiments, la question de l'attractivité. Donc de construire dès maintenant en pensant l'évolution des usages. La question elle rentre pour moi, à mon sens, dans la question du patrimoine, c'est l'attractivité d'un bâtiment, c'est-à-dire sa situation géographique, et puis son évolutivité à terme. Je pense qu'il y a encore des choses à inventer, à écrire, plutôt qu'avoir le réflexe, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a une subvention ou on a un fonds qui nous permet de construire du neuf, on va le faire. Je pense qu'il faut réinterroger, mais pour ça, il faut aussi avoir la connaissance fine de son patrimoine, qu'il soit foncier ou bâti, et c'est pas toujours
pas toujours le Pas cas toujours évident. au niveau des collectivités, la connaissance des différents bâtiments sur le territoire. David, alors? Alors moi je sors de la table ronde parce que celle qui me paraît très pertinente, c'est d'orienter les actions de la SEM régionale croissance verte vers la rénovation énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui manquent de moyens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de façon collective. On voit bien que si on veut s'en sortir et être résilient demain, il va falloir qu'on fasse ensemble. C'est vraiment ça la difficulté. Puis on en a parlé depuis ce matin. Voilà, moi je connais l'exemple de la SEM OSE en région Auvergne-Rhône-Alpes qui porte la rénovation énergétique, qui monte des groupements d'achat et j'y vois des marchés dans lesquels on va vraiment pousser la massification de la rénovation et aller vers de l'économie aussi de projet, quoi. Voilà. Merci. Alors Florent Loussoirne pour Pouget Consultant. Oui, j'ai vu une idée qui me paraissait très intéressante, c'était lorsque c'est pertinent et adapté au bâtiment de massifier par l'industrialisation des processus. On a vu ça dans le logement et ça commence à venir dans le tertiaire avec la méthode Energy Sprong. Pour certains bâtiments, notamment d'après-guerre, qui ont été construits sur des trams type industrialisés déjà à l'époque, on pourrait repartir de ce concept-là sans dénaturer l'architecture. Ça veut dire faire de la préfabrication hors site, donc les ouvriers sont au chaud, ont plus le temps de faire de la qualité. Ils ne se déplacent pas, moins, donc ça fait aussi de la valorisation carbone, et on diminue les contraintes en site occupé. Donc par exemple, pour une école ou autre en enseignement, on maximise le potentiel de, par exemple, des périodes scolaires pour venir rénover le bâtiment qui a été préfabriqué. Et on maîtrise sa qualité c'est ça, exactement. de bout en bout. Élodie Lancard, pour Alizé. Alors moi je vais appuyer ce qu'on a dit un peu, mais l'enjeu de l'engagement des entreprises se fera déjà en grande majorité par la communication. Le service d'accompagnement est très peu connu, donc je souhaite appuyer la préconisation qui est d'organiser une campagne de communication en direction de l'ensemble des professionnels du petit tertiaire privé, qu'ils soient commerçants, propriétaires de locaux, en lien avec les autres acteurs, les chambres de consulaires et puis les associations, les clubs d'entreprise. Voilà, parce que souvent, quand on n'est peut-être pas connu, mais quand on nous connaît, on est très apprécié et on nous le fait le remonter. Merci beaucoup. Et pour terminer, Cécile Daniel pour la Chambre des métiers. Oui, pour rebondir sur les propos d'Élodie, je confirme que les consulaires, Chambre de métier et aussi nos cousins de la CCI, accompagnent en fait les professionnels, petits tertiaires, commerçants, artisans, sur la question en fait des économies d'énergie. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on est. Et puis sinon. Alors qu'est-ce que tu retiens comme voilà ce que j'allais dire. Pour rebondir sur le guide, sur l'étude, je trouve que c'est une étude qui est pleine de bon sens et concrète, dans le sens où elle aborde la technique, mais elle parle aussi de l'usage des bâtiments et aussi de comment les usagers en fait appréhendent ces bâtiments. Et c'est ça qui est très intéressant et qu'on ne voit pas forcément dans les autres études. Ouais. C'est ça que j'avais dit à Marie-Jeanne Bazin, que aucun professionnel ne l'aurait écrite dans cette organisation-là et comme ça, et qu'elle avait pour nous quelque chose de très rafraîchissant. Vous nous faites un reflet de ce que nous vous avons raconté, puisqu'en fait vous avez auditionné les professionnels pendant plusieurs mois, et ce miroir, il est à l'image de la société civile. C'est ça qui est intéressant, je pense que c'est ça que tu veux dire. Il y a une vision globale du tertiaire. Au début, on se dit, mais ils sont bien sortis du tertiaire, là. Mais non, en fait, c'est pas par hasard que vous êtes allé rechercher des sujets qui sont peut-être un peu éloignés, mais ils sont bien dedans. Et donc, c'est vrai qu'elle est particulièrement intéressante. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous assure, emmenez ça pendant les vacances d'été sur la plage, vous allez trouver ça formidable. Je peux répondre. Pierre, on va faire la conclusion dans quelques instants avec Je peux Yvick. répondre juste un tout petit peu à Cécile et puis à tout le monde, enfin tout ce que vous venez de dire. Oui, je voulais d'abord
renvoyer ces remerciements vers l'ensemble des membres de la commission, quelques-uns sont là, qui ont participé à ce travail. Moi, j'en suis que le rapporteur. Bien sûr, j'ai évidemment participé, assez grandement d'ailleurs à l'écrit, c'est clair. Mais ça a été vraiment un travail de synthèse. En fait, à un moment donné, on nous a même reproché d'avoir fait trop d'auditions parce qu'on risquait de s'y perdre. Eh ben, je me rends compte qu'on s'y est pas perdu et qu'on a su vous restituer, mais on a aussi appris plein de choses. Et c'était vachement intéressant. Et là, vous n'avez pas parlé de ce que vous nous avez dit, mais qui nous avait marqué, c'est le fait que vous anticipiez le réchauffement climatique avec les degrés en plus et tout, et comment les bâtiments devaient aussi s'adapter à cette évolution. Et on trouvait ça hyper intéressant. Et ce qu'on appelle Voilà. se préparer à Ready 2050, Voilà. profiter de la rénovation pour faire en sorte qu'on soit dans les canons d'un plus 2 degrés dans le meilleur des cas, mais on risque d'être plus proche des 3 degrés. Donc voilà, donc c'était vraiment très agréable parce qu'on n'est pas resté technique ou pas que, et finalement on a fait, quelque chose qui peut se lire, pas comme un roman, j'exagère un petit peu, mais qui peut se lire quand même très facilement par qui que ce soit. Et ça, c'est le plus important. Si vous voulez bien applaudir nos 3 intervenants.